Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du mercredi, Cœur de patrimoine. Ce sont vos placements que l'on prend en main avec tous nos experts. Vous le savez, ils rejoignent les plateaux de Radio Patrimoine pour vous guider dans l'optimisation de votre épargne. Alors au sommaire de ce 34e numéro, alors qu'on rentre dans l'ère Trump 2, eh bien on va faire un tour d'horizon des marchés, zones géographiques, secteurs, classes d'actifs. On n'oubliera rien. Ensuite, eh bien on fera un focus en deux temps sur l'assurance vie. D'abord, une fiche pratique et surtout, on est en début d'année, un aperçu de la tendance des rendements 2024. Et puis, on vous expliquera comment démembrer dans un deuxième temps un contrat d'assurance vie. Voilà, c'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on entame donc le rendez-vous de ce mercredi avec Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour IG, on va survoler donc ces marchés mondiaux, histoire de prendre le pouls en ce début d'année. Quelles sont d'abord vos principales observations finalement en ouvrant 2025 ? Alors c'est un début d'année qui va être surtout très politique. C'est-à-dire, si on parle de la politique, et ça va être la politique américaine qui va très probablement guider une large partie de l'année, mais il y a quand même une probabilité que cette concentration d'événements politiques, à la fois des décisions prises par les autorités américaines, mais qui influencent du coup les relations politiques avec l'Europe et la Chine, soit surtout matérialisées au premier trimestre et second trimestre. Et probablement que sur la deuxième partie de l'année, on aura une activité peut-être plus liée à la macro, à l'environnement mondial, qu'au sujet purement politique. Et donc c'est vrai qu'avec l'arrivée de Trump, l'investiture de Trump et les premières décisions qui vont suivre, le sentiment, c'est que si volatilité doit y avoir sur les marchés, là aussi, elle sera plutôt concentrée sur le premier, voire deuxième trimestre, donc premier semestre globalement, et que la deuxième partie de l'année sera la période où les choses vont se négocier, vont se lisser, avec ensuite 3 ans derrière qui seront beaucoup plus lisibles très probablement en termes d'événements politiques, et sachant qu'aussi il y a des actualités politiques en Europe, les élections en Allemagne, la question du budget en France qui n'est toujours pas réglée, donc on sent que... Et puis en plus des réactions, comme vous le dites, à la chose américaine, qui vont certainement se faire sentir aussi. Oui, parce que les décisions américaines vont aussi conditionner très probablement les réponses de la Chine. Par exemple, on voit que la Chine a déjà mis en place beaucoup de mesures de soutien à son économie depuis plusieurs mois, mais que très probablement, elle attend de savoir, entre guillemets, à quelle sauce ça sera mangé par les Américains pour ensuite ajuster le degré de soutien à son économie. Donc on voit que la politique va aussi conditionner l'amplitude des mesures de soutien de la Chine à son économie et donc les effets que cela aura aussi sur l'Europe en collatéral. Est-ce que ça veut dire, Alexandre, que finalement les priorités stratégiques des investisseurs doivent prendre en compte ce fait politique qui soit bien sûr américain, mais par ricochet aussi européen et peut-être asiatique? Oui, ils doivent le faire parce qu'on a vu par exemple sur le premier mandat de Donald Trump que ça avait eu une répercussion assez vive sur les marchés, pas de manière durable pendant 4 ans, mais sur des épisodes bien concrets. Regardez ce qui s'était passé fin 2018 par exemple, c'était le moment où Trump avait pour la première fois haussé vraiment le ton contre la Chine, menaçant de taxes, mesures de rétorsion ou autres, et on avait vu des conséquences sur les marchés américains. Ils avaient lâché, selon les indices, 15 à 20% en l'espace de quelques mois. Donc bien sûr que les décisions politiques commerciales, politiques internationales, ont des répercussions sur les marchés. Donc aujourd'hui, un investisseur qui ne suivrait pas, et on le voit même avec la France par exemple, là la question de la dissolution et du budget, on a vu que ça a pesé sur les actions, ça fait bouger tout le marché obligataire. Donc oui, la question politique est vraiment revenue en plein champ des investisseurs. Alors que, pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. On nous avait promis des lendemains qui déchantent avec le Brexit, et puis finalement... ça a fait pchit. On nous avait promis des lendemains qui déchanteraient avec Trump, entre guillemets, et puis finalement ça avait quasiment fait pchit. Et puis c'était surtout les banques centrales qui avaient gardé un petit peu cette stature du commandeur des marchés qui donnait un petit peu le ton, le là. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il faut se dire, alors qu'elles sont en plein mouvement, qu'elles ont perdu un peu de leur superbe? Alors non pas qu'elles ne font plus le job, mais qu'elles influencent moins que le politique, ou est-ce qu'il faut continuer aussi à regarder en plus du politique les banques centrales? Je dirais plutôt ça, parce que prenons le cas américain par exemple, on va arriver dans une période où au moment où la Banque centrale américaine décide de faire une pause sur ces taux. C'est comme ça que le message a été compris par les investisseurs après la réunion de décembre, parce que l'inflation a moins fait de progrès ces derniers mois, parce que le marché de l'emploi est toujours très, très résilient, que l'économie américaine est toujours solide sur des rythmes de croissance de quasiment 3%. Eh bien, ça va être un choc frontal entre Trump et Powell dans les premiers mois. Trump, on le sait très bien, veut des baisses de taux, il veut une économie qui tourne plein régime et pour cela une politique qui soit plutôt accommodante. Mais face à ça, la Fed a un mandat. Tant que ce mandat n'est pas changé, tant que Powell est également président de la Fed, eh bien, le mandat, c'est emploi et inflation. Et de ce côté-là,
là, eh bien, on va voir... tout à fait de manière illustrée ce que vous disiez, c'est que c'est pas ou tout le politique ou les banques centrales, c'est que là on va voir vraiment le mélange entre la politique et les banques centrales, où justement elles sont censées être indépendantes, et on verra le degré d'indépendance qu'elles auront quand Donald Trump donnera ses premières consignes à la Fed. Donc je dirais que les deux auront autant d'importance. Et même côté européen, pour terminer, on voit par exemple que ce qui s'est passé côté États-Unis là, en cette fin d'année, il y a eu un redressement des taux américains très spectaculaire, de 70 points de base dans l'espace sur les taux longs, l'espace de quelques semaines. Et on a vu que sur l'Europe, alors même que la croissance est faible, que l'inflation est à peu près sous contrôle, eh bien on a un mouvement tout à fait similaire sur les obligations à 10 ans des principaux pays européens. Et du coup, c'est quoi le problème ? C'est que ça vient casser une partie des effets souhaités par la Banque Centrale Européenne, par ces baisses de taux initiées au printemps dernier. Donc là aussi, on voit que les banques centrales vont avoir un rôle encore très important à jouer, côté Europe notamment, pour faire baisser un peu la température sur les obligations souveraines, parce qu'il ne faut pas que ça influence trop fortement, et c'est le risque, les coûts de crédit immobilier ou de crédit conso, alors que la croissance européenne est à la traîne et que ça va continuer probablement pendant quelques mois encore. Alors justement, appliquons un petit peu ces quelques remarques préliminaires, on va dire, aux secteurs, aux zones géographiques. Voilà. Aujourd'hui, si on regarde d'abord les zones géographiques, quelles sont celles qui, selon vous, offrent les opportunités d'investissement les plus intéressantes de ce début 2025 ? Alors je dirais que si on regarde début 2025, mais peut-être plutôt l'ensemble de l'année, la deuxième partie, il me semble que l'Europe, par exemple, remplit ces cases-là. On vient d'en parler, la question des taux, par exemple. La Banque Centrale Européenne va encore baisser les taux à plusieurs reprises dans les mois qui arrivent. Donc ça, à un moment donné, ça va finir par soutenir l'économie, soutenir le secteur immobilier. Donc là, typiquement, un secteur qu'on peut travailler en bourse, les foncières cotées, par exemple, seront pleinement bénéficiaires de ces politiques toujours de baisse de taux poursuivie de la part de la Banque Centrale Européenne. Et pour l'Europe plus globalement, c'est vrai qu'une fois que la tornade de Trump sera passée, mais dans le sens où il y aura tout un déluge d'annonces qui seront faites et prises dans les premières semaines du mandat, eh bien, chaque zone va pouvoir ensuite ajuster sa réponse. L'Europe, d'un point de vue commercial et monétaire, la Chine, d'un point de vue commercial et monétaire aussi. Et ça, ensuite, il me semble que la lisibilité des relations États-Unis-Chine et États-Unis-Europe sur des marchés qui ont été sous-performants très largement, vous l'avez commenté ça aussi pendant des mois, à savoir une Europe qui a fait 20% de moins en termes de performance que les marchés américains. À un moment donné, vous avez des marchés européens qui sont plus très chers, qui offrent des rendements qui sont très intéressants sur plusieurs indices européens. Et certains indices comme le CAC 40 sont encore plus en retard que d'autres. Donc un euro qui est faible, avec des taux qui vont encore baisser, des marchés peu chers, si la Chine, et ce qui sera probablement le cas, soutient plus fortement son économie, que les baisses de taux de la BCE font effet, et puis que la situation politique se stabilise après les élections allemandes, et une fois que la France aura trouvé un peu de sérénité budgétaire ou autre, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'acheter des actions européennes qui ont des bons rendements comparés aux actions américaines. Attendez, j'ai l'impression que ça fait 10 ans ou presque, quand chaque début d'année, on me dit là, il y a presque tous les ingrédients qui sont présents pour que ce soit l'année de l'Europe, et puis finalement ça vient quasiment jamais. C'est assez rare. C'est vrai que si on regarde les 10 dernières années, sur 10 ans, on a eu 2 années de surperformance seulement de l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais si on fait sur la décennie précédente, c'est entre 2000 et 2010, on a eu facilement 4 ou 5 années, donc la moitié de la décennie, où l'Europe en revanche surperformait. Donc c'est pas impossible que cela se produise, parce que je pense que les problématiques d'inflation seront plus des problématiques américaines, et qu'à un moment donné l'Europe redeviendra une zone attractive. Je parle pour les investisseurs, même si la croissance n'est pas encore là immédiatement. On sait que les marchés ont toujours des fonctions d'anticipation assez fortes, et quand vous avez des secteurs qui ont été largement vendus, je parle sur le secteur immobilier par exemple, même le secteur automobile, on prend un exemple très concret d'investissement, ça s'appelle le secteur auto en bourse, qui a beaucoup baissé. Si la Chine va un peu mieux dans les mois qui viennent, elle a fait du soutien, ça veut dire qu'elle aura une capacité plus importante à absorber elle-même ses surcapacités, qu'elle sera moins dépendante de son moteur export dans l'immédiat, et ça fera du bien au secteur, tout ce qui est industrie européenne, auto européenne, l'acier aussi européen, et ça c'est des secteurs un peu contrariens, des approches un peu contrariennes qu'on peut avoir, mais sur des secteurs qui ont beaucoup baissé en bourse, et c'est justement là que les approches comme ça contrariennes sont intéressantes. Là vous avez effectivement quelques pistes de réflexion pour alimenter un petit peu le rêve action, parce que c'est vrai que depuis 18-24 mois, on est monophasé avec les 7 merveilleux américains. Rien en dehors de ça, il y en a 493 autres qui servent presque à rien. Et chez nous, j'en parle même pas. Aujourd'hui, on peut justement espérer que
Il y a eu un changement de la donne ou avec Musk aux côtés de Trump, ce sera toujours la tech? Alors je suis moins sûr de ça parce que la question de la tech, on l'a vu ces derniers mois, je pense que le marché a vraiment joué très en amont l'investiture de Donald Trump, le président Trump. On parlait du Trump Trade dès le mois de septembre, c'est-à-dire pendant déjà 2 mois et demi, presque 3 mois avant l'élection, le marché jouait déjà l'élection. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les prix des indices américains. Ça veut pas dire qu'ils vont tout reperdre du coup dans les mois qui suivent, mais ça veut dire, tout à l'heure on parlait de l'écart de performance entre l'Europe et les États-Unis, ça peut vouloir dire que si les États-Unis cette année il faut une année peut-être flat ou avec moins de performance, que l'Europe dans ce cas-là, si les États-Unis font par exemple 5%, peut-être que l'Europe peut faire 7 ou 8 par exemple. C'est ce genre de comparatif qu'on peut trouver. Et je prends le cas des émergents aussi. C'est vrai que quand on parle des émergents, on se dit bon, c'est un peu fourre-tout. Les émergents, c'est quoi? C'est principalement qu'avant tout la Chine, même si elle est plus vraiment émergente, mais c'est quand même la Chine dans les indices, les benchmarks mondiaux, c'est la Chine. La Chine c'est un indice qui a été massacré depuis 2021, ces valeurs-là. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, les effets du dollar fort, des taux américains forts, ça, on sait que c'est pas les bons ingrédients pour acheter les émergents, mais on a aussi l'impression que la force des taux aux États-Unis, la force du dollar, a été déjà bien intégrée, si vous voulez, que les questions de risque reflationniste Trump ou autres ont été bien intégrées. Donc, à un moment donné, tous ces marchés émergents, notamment la Chine, qui ont beaucoup baissé, ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où ils choisiront la réponse adaptée aux mesures de Trump, que ce sera plus lisible, eh bien, il n'y a pas de raison de se priver d'acheter des actions chinoises. L'Inde, ça a aussi un petit peu corrigé depuis, donc ça peut redevenir un peu attractif. Et puis l'Amérique du Sud également. Ça s'était plutôt bien comporté ces dernières années en termes de performance. À force avec Trump, le Trump Trade, ça a un peu pesé sur ces valeurs-là. Mais une fois que les relations ont été établies en termes de droit de douane, en termes de relations politiques ou autres, à un moment donné, il n'y a plus raison. Mais je pense quand même que les investisseurs doivent s'attendre, je pense, à un premier semestre qui sera assez agité. Voilà, je ne pense pas qu'il faille attendre 1 an ou 2 ans pour voir les effets sur les marchés des politiques de Trump, parce que c'est son deuxième mandat, il n'a plus rien à perdre et il va aller franco sans être départ. Il ne peut pas y en avoir de troisième, là, pour le coup. Donc, bon, donc action, ou alors il y a d'autres actifs, par exemple les obligations dont on a longuement parlé ces derniers mois, ou alors des actifs refuges, il y a l'or par exemple, ou des cryptos. Oui. Comment est-ce qu'on regarde un peu le reste de ce qu'on peut placer? Alors, vous parlez des actions, justement, des actions américaines, les 7 magnifiques qui ont survolé la mêlée une nouvelle fois. Moi, je pense que cette année, effectivement, ce ne sera pas forcément l'année des 7 magnifiques, justement, parce que richement valorisés, parce qu'ils intègrent beaucoup de choses et parce que leurs anticipations de croissance des bénéfices seront aussi moins fortes que les derniers trimestres. Et face à ça, vous avez effectivement de l'obligataire américain. Alors, non pas qu'il faille tout mettre sur l'obligataire américain, mais quand vous avez des taux longs qui flirtent avec les 5%, donc ça veut dire pendant 10 ans, vous avez 5% qui tombent chaque année de manière garantie. C'est sûr, quand des marchés américains actions se paient 22 ou 23 fois les bénéfices, on rappelle ces références. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était au pic de la bulle post-Covid qui a éclaté ensuite. Et avant cela, il fallait remonter à la fin des années 90 pour trouver de telles valorisations qui sont allées même plus haut lors de la bulle Internet. Mais ça nous ramène quand même à des épisodes historiques de cherté des marchés actions américains. Donc on se dit qu'à un moment donné, avec des taux à 5% en face et des actions américaines richement valorisées, qu'effectivement, la tentation, beaucoup de gérants en parlent déjà depuis des mois, mais encore plus ces derniers temps, avec des rendements à 5%, oui, avoir des obligations américaines longues de 5 ans, 20 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ça fait sens totalement dans un portefeuille. Le risque qu'on peut avoir, vous citez des actifs, par contre crypto ou autre en face de ça, c'est que si les taux élevés sont partis pour rester quelques temps encore parce que l'inflation est quand même assez sticky, pour prendre les termes, assez collante, donc c'est pas généralement le meilleur environnement quand les banques centrales font le job finalement de ramener l'inflation vers l'objectif. Eh bien ça peut retenir un peu l'or, ça peut, les cryptos qui ont beaucoup grimpé sur le projet présidentiel, sur en amont et en aval, peut-être qu'on reverra un bitcoin à $80 000 ou $70 000 sans que ce soit la fin du monde. Je pense que ces classes d'actifs qui ont beaucoup progressé en amont de l'élection, la tech et les actions américaines globalement, les cryptos notamment, je pense qu'on est parti pour avoir 6 mois de début d'année où au contraire il y aura plutôt des prises de bénéfices. Vous nous donnez des chiffres, alors je vais vous titiller sur le chiffre parce que de toute façon c'est toujours le jeu aussi en début d'année de dire vous voyez quoi en fin d'année. Alors voilà, si on se dit je sais pas, le CAC, l'eurodoll, enfin voilà, quelques indicateurs qu'il faut avoir. Vous les imaginez où dans un an? Alors par exemple, le CAC 40, je pense qu'on peut l'imaginer dans la zone des 8000 points justement. Là, on est un petit peu en dessous dans cette zone, on a toujours du mal à revenir sur 8000, mais je pense qu'on aura, une bonne partie de l'année qui sera une année où le marché va continuer de consolider, c'est-à-dire le CAC va pas se cracher de 20 ou 30% non plus, mais va rester un peu dans la zone qu'on connaît finalement ces derniers mois, des zones 7000, 7005. Donc qu'on finisse l'année dans cette zone, voire un peu plus haut, ça me paraît la zone à cibler. Et pour l'Europe, c'est globalement ça. C'est une année peut-être qui sera un petit peu flat. D'abord un peu prise de gain encore sur des indices comme l'Allemagne, le DAX ou autre, et ensuite une fin d'année qui se redressera un petit peu. Pour les marchés américains,
Moi, cette année, je pense qu'on aura un trou d'air de l'ordre de 15%. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les niveaux techniques sur le S&P ou autre. Et par rapport au valo, par rapport à la question des taux, à l'impact des taux ou autre, je pense qu'on peut avoir sans aucun problème cette année ce qu'on appelle les drawdowns. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on finira l'année à moins 15, mais qu'on peut, dans l'année, par rapport au sommet récent qu'on a touché il y a quelques semaines, avoir des trous d'air comme ça qui vont de 15 à 20%. Puis on se récupère, puis à nouveau un trou d'air. Exactement ce que le marché avait fait entre 2014 et 2016. Une fois qu'il y avait ce gros rallye post-subprime, et ensuite, pendant 2 ans, on n'avait trop rien fait. Et je trouve que les conditions actuelles, politiques, monétaires, amènerait à une situation similaire. Une phase un peu latérale avec du 15% de variation. Et je pense vraiment que les actions chinoises, elles qui ont pris beaucoup d'avance dans la baisse depuis 3 ans maintenant, auront plutôt une capacité à se redresser d'ici la fin de l'année. Donc, on parle du Hang Seng, par exemple, sur cet indice-là, qui sont les valeurs chinoises cotées à Hong Kong, et c'est l'indice qui est facilement accessible pour les investisseurs particuliers. Je pense qu'on peut retrouver dans des zones à 25 000 points d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire actuellement 20 000, ça ferait des progressions de 20-25% d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Alexandre Baralez et IG qui nous accompagnait en ce début d'année dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit notre rendez-vous hebdomadaire après le survol des marchés. Je vous le promettais en introduction, on ouvre un dossier assurance vie, puisque là on va parler un petit peu pratique, on va parler un petit peu rendement, et puis ensuite on apprendra à démembrer finalement son assurance vie. On commence donc avec Sarah Le Goez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous, secrétaire générale du Cercle de l'épargne. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler un petit peu la petite fiche pratique finalement de cette assurance vie ? Qu'est-ce que c'est et en quoi ça diffère, on va dire, des autres produits d'épargne et d'investissement ? Alors, l'assurance vie, contrairement aux autres produits justement d'épargne et d'investissement, est un contrat de service. En fait, en contrepartie des primes qui sont versées de manière régulière ou de manière ponctuelle par le souscripteur, l'assureur, lui, va fournir va reverser donc soit un capital, soit une rente aux bénéficiaires en cas de vie, ou donc au souscripteur en cas de vie, ou au bénéficiaire qu'il aura désigné en cas de décès. Et ce produit, cette assurance vie, c'est quasiment un totem, c'est un pilier finalement de la gestion de patrimoine française. Absolument. L'assurance vie, c'est près de 2 000 milliards d'encours. C'est le premier produit financier des Français. Dans le cadre d'ailleurs de l'enquête que nous menons chaque année avec notre partenaire Amphithéa, nous avons pu constater que cette année, l'assurance vie arrivait largement en tête des produits préférés des Français, avec 61% qui jugent l'assurance vie intéressante. D'accord. Pourquoi l'assurance vie intéresse autant ? C'est parce que c'est un placement qui n'est pas soumis à plafond, donc on n'est pas plafonné comme on peut l'être sur un livret A, un PEL, qui est disponible. Les Français sont attachés à la disponibilité. Ouais, on a toujours l'impression qu'on est bloqué pendant 8 ans, mais en fait, on n'est pas bloqué un seul jour sur l'assurance vie. Absolument. On peut sortir à tout moment, on peut réaliser des rachats. Alors naturellement, si on attend 8 ans, la fiscalité sera plus attractive. Mais c'est qu'une question fiscale. Mais effectivement, c'est un produit tout à fait disponible à tout moment. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de fiscalité ? Parce qu'effectivement, il y a des avantages qui sont associés à cette assurance vie. Et on peut un peu rappeler justement ce que permet l'assurance vie, et notamment en termes de transmission, d'optimisation, là pour le coup fiscale. Absolument. Alors l'assurance vie donc donne la possibilité aux souscripteurs de faire des rachats à tout moment. Au-delà de 8 ans, ces rachats bénéficient d'un abattement qui est donc le fait que jusqu'à 4 600 € pour une personne, 9 200 € pour un couple, il n'y a pas de fiscalité sur les intérêts réalisés sur leur assurance vie. Et donc, passé 8 ans, il y a une fiscalité attractive qui est de 7,5% jusqu'à 150 000 €. Et au-delà, on est soumis au PFU, donc au-delà de 150 000 €. Par ailleurs, donc vous l'avez dit, effectivement, il y a aussi un avantage en termes de succession et de transmission de patrimoine, c'est-à-dire que l'assurance vie permet, à travers la clause bénéficiaire, de déroger au droit des successions et de bénéficier d'un barème en termes de succession qui est plus attractif que le droit commun. Voilà donc pour les avantages fiscaux. Alors cette assurance vie, vous l'avez rappelé, c'est un produit. C'est ce qu'on dit généralement que c'est une enveloppe dans laquelle on peut ranger plusieurs types de produits. Et généralement, on les distingue en 2 classes. Il y a le fonds euro et ce qu'on appelle les unités de compte.
C'est-à-dire tout ce qui n'est pas, en fait, finalement, fonds euros. Comment ça se répartit, grosso modo, on va dire, dans une assurance vie lambda ou moyenne en France? Alors déjà, il faut rappeler que l'intérêt du fonds euro, c'est que c'est un placement qui est garanti. Le capital est garanti. Donc, quand on verse 100, on retrouvera à minima 100. Le rendement n'est pas... et les perspectives de rendement sont plus faibles que sur les unités de compte. Ça fait pas des bons, mais ça fait le travail. Mais en attendant, c'est une épargne garantie. Donc ça, c'est le premier point. Et les Français sont plutôt attachés à cette disponibilité, à cette garantie du capital. Donc ils investissent majoritairement, globalement, sur les fonds euros. Sur l'encours de 2000 milliards d'euros que j'ai évoqué, il y a à peu près 75% qui sont investis en fonds euros. Le reste, c'est versé en unités de compte. Et les unités de compte, c'est une diversité, une amplitude de support très importante. Ça peut aller de l'immobilier, les obligations, les actions. Ouais, on trouve toutes les catégories d'actifs possibles. Ouais. Voilà. Bon, ce fonds en euros, comme vous le dites, c'est un petit peu le totem de l'assurance vie. Et chaque année, dans les premières semaines, on a le résultat finalement de l'année du match qui s'est joué dans l'année qui vient de se terminer. Et en clair, on découvre le rendement consenti par les différents contrats, par les différents assureurs. Et du coup, ça donne un petit peu le là dès les premiers qui lèvent le voile. Comment... Voilà. Est-ce qu'on a une idée des premières tendances, là? Est-ce qu'on sait à quelle sauce on aura été rétribué pour 2024? Alors effectivement, il y a eu déjà un certain nombre d'annonces qui ont été faites en ce début d'année. Il semblerait que donc, sur l'année 2024, on soit sur des rendements relativement stables par rapport à 2023. En 2023, on était autour de 2,6%, 2,7%. Ce qui semble s'annoncer est assez comparable. Donc... du fait de la baisse de l'inflation qui a été constatée ces derniers temps, ça fait un rendement positif pour les personnes qui ont investi sur leurs fonds euros. Donc performance, on va dire, stable, mais grâce à l'érosion de l'inflation, on va gagner un petit peu plus sur 2024 qu'on en a gagné sur 2023. A priori, oui. Est-ce qu'il y a des risques sur cette assurance vie? Je veux dire par là que ça n'aura échappé à personne. On est en période de vache maigre au niveau budgétaire. On voit que les différents projets de budget cherchent des sous. Il y a des mesures qui sont envisagées. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des risques économiques ou politiques ou fiscaux ou budgétaires, enfin bref, des risques qui pourraient peser sur l'assurance vie? Ou bien vous vous dites ça, c'est une catégorie d'épargne qui est pour le moment préservée, peut-être que les foudres tomberont à côté. Comment voyez-vous les choses? Alors, il faut rappeler qu'en 30 ans, la fiscalité de l'assurance vie a un peu bougé, effectivement. Là, par rapport à ce qui est annoncé, la copie qui avait déjà été présentée donc avant la censure du gouvernement Barnier, il y était question de remonter le taux du prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, comme on l'a vu, sur les contrats d'assurance vie de moins de 8 ans et au-delà de 150 000 euros pour ceux de plus de 8 ans. Donc, il y a de fait, s'il y a modification du PFU, ça va forcément impacter l'assurance vie. Après, sur la partie succession, on pourrait également craindre qu'on puisse toucher au régime des successions qui est particulièrement avantageux dans le cadre de l'assurance vie, mais ça semble peu probable, d'autant plus que faut rappeler quand même que l'assurance vie constitue un pilier du financement du déficit public. Oui, c'est ça. Oui, parce que ces fameux fonds en euros, ils comportent notamment beaucoup de dettes françaises, et donc c'est bien pratique d'avoir des épargnants pour l'apporter. Quel conseil on peut donner du coup pour nos auditeurs? Prendre date, justement, peut-être anticiper d'éventuels changements en se disant, parce qu'il y a parfois, on le rappelle, quand il y a eu des changements dans le passé de réglementation, souvent la date d'ouverture du contrat comptait aussi. Ce qui était fait avant telle date restait sous l'ancien régime et ne passait sous le nouveau régime que les nouveaux contrats. Absolument. Ou les nouveaux versements. Tout à fait, puisque en termes d'assurance vie, effectivement, le principe de non-rétroactivité fiscale s'applique. Donc, c'est la date des versements ou la date de souscription du contrat qui fait foi. Par ailleurs, dans le contexte actuel, il faut quand même rappeler que
Le fonds euro, aujourd'hui, a plutôt de bons mois, un avenir qui est plutôt positif devant lui, puisque le contexte est plutôt porteur et il n'y a pas de baisse significative des taux. Donc, on n'annonce pas une baisse, une dégringolade sur le côté fonds euro. Et sur la partie UC, il y a une possibilité de diversifier son placement. C'est ce que permet justement l'assurance vie, et en diversifiant à la fois géographiquement, de manière sectorielle, on peut sécuriser aussi l'épargne donc que l'on se constitue pour soi-même ou pour ses ayants droit. Merci beaucoup, Sarah. Merci Sarah à vous. Le Gouez, donc, qui est le cercle de l'épargne pour ce premier volet Assurance Vie. On marque une petite pause et on continue à parler Assurance Vie. On va le faire rimer, ce contrat, avec démembrement. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on se retrouve donc pour poursuivre dans notre thématique, dans notre dossier Assurance Vie. Cette semaine, on accueille Taline Melconian. Bonjour Taline. Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, responsable de l'ingénierie patrimoniale pour De Groff Petercam. Donc, Assurance Vie, on l'a réexpliqué, contrat qui permet de gérer ses actifs, son patrimoine avec et le fonds euro et les unités de compte qui concerne soit le souscripteur, soit ses ayants droit avec la clause bénéficiaire. Et donc, ce produit patrimonial, totem un peu de la gestion de patrimoine, il permet beaucoup de choses et notamment d'être démembré. Alors d'abord, rappelons peut-être la donnée de base. Qu'est-ce que c'est qu'un démembrement ? Alors, le démembrement, c'est la situation dans laquelle deux personnes ont des droits différents sur un même actif. Faites attention à ne pas confondre démembrement avec indivision. Dans le cas on va prendre l'exemple d'une maison, parce que là, c'est plus facile à visualiser. Dans l'exemple d'une maison, vous pouvez être en indivision, par exemple, à la suite d'un décès ou lors de l'acquisition, et vous êtes à 50-50, et vous avez tous les deux les mêmes droits sur le même bien. Dans le cadre d'un démembrement, qui peut également être issu d'une succession, là, vous avez deux personnes qui ont des droits différents. L'usufruitier, lui, il a le droit d'utiliser le bien. Donc, pour un actif immobilier, il a le droit d'y habiter ou de le mettre en location. Et le nu propriétaire, qui est le réel propriétaire des murs. Donc, le démembrement, c'est ça. C'est quelque chose qui existe depuis le Code civil romain de l'époque. Et ce démembrement, donc, comme vous l'avez dit, ça se comprend bien sur une maison, sur un immeuble, on va dire, mais on peut l'appliquer à des produits financiers et on peut notamment l'appliquer à ce contrat d'assurance vie, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce qu'on est toujours très inventif. Et donc, vu que cette enveloppe est vraiment un outil qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très plébiscité, on a été très inventif et on a mis en place ce démembrement dans le cadre de l'assurance vie. Alors, il y a deux façons de démembrer, de concevoir le démembrement dans l'assurance vie. Non, parce que franchement, le contrat d'assurance vie, moi, je ne peux pas aller l'habiter. Donc, je me dis un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour le démembrer. On va en parler tout de suite. C'est un peu compliqué, en effet. Donc, soit on démembre à la sortie, c'est-à-dire que c'est la clause bénéficiaire qui est démembrée, soit on fait une souscription dès le départ en démembrement. Alors, commençons par la souscription, puisqu'on va commencer par le départ, entre guillemets. Dans quel cas est-ce qu'on peut démembrer une souscription ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on est déjà en démembrement, donc où on va se mettre dans une situation de démembrement. Et pourquoi est-ce qu'on imagine donc de souscrire un contrat d'assurance vie en démembrement ? Parce qu'on a envie d'assurer une autre personne derrière. Donc, par exemple, là où ça s'imagine assez facilement, assez aisément, c'est avec l'allongement de la durée de la vie. Vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui héritent à 50, 60, 65 ans, c'est-à-dire pas nécessairement à un âge où ils ont besoin. Et donc, on peut imaginer qu'un grand-père de son vivant donne la nue propriété à ses enfants et qu'ils décident ensemble de souscrire un contrat d'assurance vie pour pouvoir transmettre à la génération d'après, c'est-à-dire les petits-enfants. D'accord. Donc, le souscripteur serait le grand-père usufruitier, l'enfant nu propriétaire, et les bénéficiaires seraient les enfants du nu propriétaire. D'accord, c'est donc un schéma Oui. qui permet quasiment de le faire à trois, là, pour le coup, ok. C'est hyper simple à faire ou ça demande une certaine application ? Parce qu'il y a quand même pas mal de schémas patrimoniaux, Taline, qui paraissent un peu simples quand on les explique comme vous le faites, mais qui, dans la pratique, demandent de ne pas se tromper. Alors, notamment
soyons clairs, fiscalement, parce qu'il y a toujours le fisc qui rôde. Sur la forme, c'est très simple. Une clause bénéficiaire, je sais pas, voilà, c'est assez simple. Une clause bénéficiaire, c'est une clause que vous mentionnez sur le contrat. Vous rédigez mes enfants, vous rédigez exactement ce que vous voulez. Donc, sur la forme, c'est très simple. C'est quelque chose que vous pouvez faire par manuscrit ou sur papier libre, vous l'envoyez à l'assureur. Donc, la forme, très simple. Sur le fond, il faut être quand même un peu attentif. Déjà, sur qui vous allez désigner en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation de souscription en démembrement, ce dont on parle là, le grand-père, il a déjà donné la nue propriété à ses enfants. Donc, bien évidemment, dans la clause bénéficiaire, il ne faut pas écrire que c'est ses enfants, que ce sont les enfants qui sont les bénéficiaires, parce que sinon, c'est totalement inefficace. Donc, il faut en effet faire très attention à la rédaction de la clause bénéficiaire. Aussi, pour prévoir le cas qui arrive malheureusement assez rarement, mais imaginons que l'usufruitier, le grand-père, survive à son enfant nu propriétaire. Eh bien, vu que l'assuré, c'est le nu propriétaire, le contrat va se dénouer. Donc peut-être que lors de la mise en place, ce grand-père qui est usufruitier, il avait besoin de ses revenus. Donc il y a quand même pas mal de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, c'est pour ça que sur la forme, c'est très simple, mais sur le fond, il vaut mieux quand même toujours... et bien évidemment, il y a des réponses à toutes les questions. Bien sûr, parce qu'il faut tout anticiper dans les clauses bénéficiaires, comme dans un contrat à l'assurance vie classique d'ailleurs, même sans parler de démembrement, il faut toujours prévoir plusieurs hypothèses. On ne sait pas, lorsqu'on la rédige à un instant T, on ne sait pas comment ça va se dérouler au moment du dénouement. Et puis, je fais une petite virgule. N'hésitez pas à relire régulièrement vos clauses bénéficiaires parce que nos vies évoluent, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on laisse dormir bêtement au fond d'un tiroir. Alors, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un changement de situation patrimoniale ou familiale, il faut impérativement re-regarder les clauses bénéficiaires. Et en règle générale, c'est bien tous les 3-5 ans quand même de jeter un coup d'œil. Je vous le redis, au fait, on vit de plus en plus longtemps. Donc, si vous voulez, là où à un instant T, ça vous semblait pertinent de désigner vos enfants, eh bien, peut-être que 10 ans, 15 ans plus tard, vous vous dites, mais mes enfants, au fait, ils n'ont plus besoin. Autant sauter une génération. Donc, toujours bien regarder ces clauses bénéficiaires. Donc là, on rappelle, vous nous avez dit on peut démembrer à 2 niveaux, soit au moment de la souscription, soit dans la clause bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Deuxième volet donc de cette clause bénéficiaire démembrée. Alors, la clause bénéficiaire démembrée est une situation qui est totalement différente. C'est-à-dire que là, vous avez une personne qui, avec ses actifs, a souscrit un contrat d'assurance vie et il a un objectif un peu différent de protection. C'est-à-dire qu'au fait, il veut protéger une personne dans un premier temps, mais pas pour autant lui passer l'intégralité des actifs de façon définitive. Donc, je vais vous donner des exemples qui vont tout de suite vous faire comprendre quel cas on vise. Par exemple, monsieur et madame sont mariés. Madame a souscrit un contrat d'assurance vie. Madame souhaite bien entendu protéger son conjoint, mais elle souhaite que les actifs à terme aillent à ses enfants. Donc, ça peut être logique de désigner comme bénéficiaire le mari pour l'usufruit et les enfants du propriétaire. Mais il n'y a pas que ce cas-là. Ça peut être également le cas d'une personne qui aurait, par exemple, un enfant vulnérable, qui se dit, voilà, c'est mon enfant vulnérable, il va avoir besoin de revenus pour pouvoir financer son train de vie. Mais à son décès, je voudrais quand même que ça reste dans la famille et que l'argent retourne, dans l'hypothèse où il n'aurait pas de descendance, que l'argent retourne vers les neveux ou vers d'autres personnes. Donc tout ça, ça se réfléchit à l'avance. Et une fois de plus, j'insiste sur ce sujet, avec le rallongement de la durée de la vie, de l'espérance de vie, on peut même imaginer un démembrement de clauses bénéficiaires sur différentes générations. Donc là, on n'est pas dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure où le grand-père et le père souscrivent ensemble. Le grand-père a bien souscrit tout seul. Il a son contrat à 30 ans, il a 90 ans, et puis il en discute avec ses enfants qui ont 70 ou 65 ans, et il dit, mais en fait, est-ce que ça n'a pas plutôt du sens qu'on passe directement la nue propriété aux petits-enfants, et vous, les enfants, vous gardez uniquement l'usufruit, puisque a priori, inverser le schéma traditionnel. Et une fois de plus, l'objectif à chaque fois, c'est de gagner, on va dire, un passage à la case impôt. Et là aussi, même attention sur la façon dont on rédige, parce que les clauses bénéficiaires, il faut que ce soit très, très bien rédigé. Oui, là, il y a pareil. Donc, sur la forme, pareil, tout à l'heure, papier libre, comme vous le voulez, vous l'écrivez. Mais sur le fond, il faut être assez attentif à différentes choses.
prévoir déjà les situations où l'usufruitier ne serait plus là, où le nu propriétaire ne serait plus là, prévoir aussi la possibilité que l'usufruitier puisse renoncer au profit des nus propriétaires. Par exemple, je reprends la situation de monsieur, madame et les enfants, donc un schéma familial assez classique. Il se peut très bien que le mari ou l'épouse, au moment de récupérer l'usufruit du contrat d'assurance vie, se dit finalement, ma foi, ça n'a pas beaucoup de sens que je le récupère, je vais le laisser directement aux enfants. Donc prévoir toutes ces possibilités-là, prévoir c'est ce qu'on appelle la clause à tiroir, souvent la clause au lanier, entre guillemets. Et aussi, qu'il convient de prévoir, là c'est vraiment spécifique à la clause bénéficiaire démembrée, c'est d'une part prévoir que la fiscalité sera prélevée sur les capitaux décès pour ne pas mettre les nus propriétaires dans une situation où ils ne touchent rien au décès, mais quand même qu'ils aient des impôts à payer. Et aussi faire très attention parce que lorsque le contrat va se dénouer, au fait, c'est des sommes d'argent qui vont être versées. Et lorsqu'on a un démembrement sur des sommes d'argent, et c'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit, c'est versé directement à l'usufruitier. Et donc, l'usufruitier, lui, il pourrait quelque part dépenser l'intégralité de la somme. C'est pour ça qu'il faut aussi mentionner les règles de est-ce qu'il faut fournir des garanties ou pas, est-ce qu'on indexe ou pas cette fameuse somme. Et alors, comme on rentre là dans des clauses bénéficiaires qui sont particulières et qui doivent être très, 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 très précises, on rappelle que parfois, l'assureur est un peu timide, réservé, prudent et qui dit « Oh, cette clause, je suis pas bien sûr de l'accepter ». Dans ces cas-là, on peut passer outre, entre guillemets. On peut rédiger ça avec son notaire, avec son conseil et dire dans le contrat, la clause bénéficiaire est déposée à tel endroit. Oui, tout à fait. Et comme ça, on passe outre les réserves éventuelles de l'assureur. On est d'accord. Alors maintenant, ça commence à être de plus en plus courant, mais c'est vrai que les assureurs peuvent parfois... Enfin, c'est leur rôle, c'est eux qui doivent exécuter. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'ils prêtent beaucoup d'attention à la rédaction de cette clause bénéficiaire. Mais en effet, pour contourner cette difficulté, la prudence, parfois, on peut déposer chez un notaire la clause bénéficiaire. Merci beaucoup Taline Melconian donc et De Groof Petercam pour clore ce dossier Assurance Vie cette semaine dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt Taline. À bientôt Cédric. Merci d'être passé. Et puis je profite pour vous annoncer que le développement de Radio Patrimoine se poursuit et une nouvelle émission va faire son grand retour le vendredi 31 janvier à 18h en partenariat avec le magazine Capital, le grand rendez-vous de l'épargne que j'aurai le plaisir de co-animer avec Quentin Ballaurent. On répondra notamment à toutes vos questions. Alors, à vos plumes numériques, bien évidemment, une adresse pour nous écrire questions au singulier @capital.fr. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.